évidemment, on parle beaucoup d'industrie, mais c'est pour une raison bien compréhensible. On connaît l'effet d'entraînement des implantations industrielles sur l'ensemble du tissu économique en termes de sous-traitance, en termes de R&D, en termes de formation, etc. Donc, il y a évidemment une focalisation sur l'industrie qui est importante. On va maintenant plonger au cœur du sujet et en prenant amplitude avec vous, Olivier Jalabert. Alors, amplitude, c'est 500 collaborateurs, près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans 36 pays. Première question un peu naïve, pourquoi Valence et comment fait-on pour conquérir le monde d'une certaine façon à partir de Valence? Voilà, quelle est votre recette? Moi, j'ai créé mon entreprise, j'avais 29 ans, jeune ingénieur. Je venais de travailler quelques années pour un gros laboratoire américain qui faisait la même chose que celle que je fais aujourd'hui. Vous imaginez, à 29 ans, quand on crée son entreprise, on a d'autres soucis que de réfléchir stratégiquement où sont les containers, où sont les réseaux. On est très opportuniste. Le chef d'entreprise est un opportuniste. Je quitte donc ce gros laboratoire américain, situé à Valence, pour créer mon entreprise. Et tout naturellement, je la crée à Valence. Donc en fait, c'est un essaimage, tout simplement. Comme beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi, on va au plus simple. On va où sont les infrastructures, où sont les compétences. Voilà pourquoi je me suis installé à Valence et pourquoi j'y ai grandi, puisque ça fait maintenant 25 ans que j'ai créé mon entreprise. J'avais un environnement qui était favorable au développement de mon activité. J'ai un peu plus de 200 ingénieurs dans mon entreprise, il fallait donc de la compétence. La logistique, elle existait, elle était importante. Le numérique, maintenant, c'est fondamental, j'y ai accès. L'attractivité, je trouve que ce territoire développé par un maire très dynamique, etc., fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de mal à recruter. J'en reparlerai peut-être après dans le fil de vos questions, mais voilà, c'est un tout, un territoire. On ne peut pas choisir un seul élément. Aujourd'hui, l'entreprise est multimodale. Il faut de l'Internet, il faut de la connexion, il faut de la compétence, il faut du numérique, il faut de la robotique, il faut plein de choses pour réussir, en tout cas dans mon activité. Alors, il y a 70 000 emplois, je crois, non pourvus dans l'industrie en ce moment. Une entreprise sur deux qui déclare avoir des problèmes de recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ces formations et ces recrutements? Et je dis toujours, c'est plus difficile de trouver un candidat à Valence qu'à Paris, tout simplement parce qu'il y a moins de monde, donc potentiellement vous avez moins de candidats. Donc vous avez beaucoup plus de difficultés à le recruter, mais vous avez un énorme avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez recruté, il reste. Quand vous êtes à Valence et que vous avez une compétence dans les implants pour la chirurgie, c'est ce qui est mon cas, si vous voulez changer d'entreprise, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire des kilomètres, déménager, trouver un travail pour sa compagne, etc. Et je pense que même si c'est beaucoup plus difficile de recruter à Valence, le gros avantage, c'est qu'il reste. Ils viennent de Paris, ils s'installent, ils peuvent acheter une maison sympa à Valence, alors que la même chose en région parisienne, c'est intouchable. Donc voilà, mes salariés, si je fais ce qu'il faut pour qu'ils restent, on les forme, on fait en sorte qu'ils soient heureux dans notre entreprise et dans notre environnement, ils restent. Et ça, c'est une vraie force qu'ont les villes moyennes sur les métropoles. On va justement, avec vous, Emmanuel Trémouille, parler de ces facteurs de succès, ou en tout cas ces facteurs d'attractivité. Il y a malgré tout un certain nombre de cases à cocher quand on veut revitaliser une ville qui peut-être a perdu un certain nombre de ses emplois, de ses industries. Donc, dans le cadre de votre activité, vous voyez un certain nombre de cas. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait qu'on peut considérer en confiance un territoire pour le lancer dans l'industrie et l'économie du XXIe siècle? Alors en fait, bonjour à tous, il n'y a pas d'abord de recette de cuisine toute faite pour les territoires, pour se dire, voilà, on va faire la liste et les cases à cocher, et une fois qu'on les aura toutes cochées, ça y est, le territoire devient attractif et on va récupérer industrie, services, tertiaires. Alors en fait, il faut le plus possible être dans une logique où le territoire doit être en capacité d'accompagner le parcours des entreprises. Il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés naturellement au fait de pouvoir apporter à l'entreprise d'abord des conditions d'accueil en termes de disponibilité, d'opportunités immobilières, d'implantation,
dans des zones d'activité économique qui soient intelligemment connectées, tant en termes de numérique, bien sûr, de technologie et aussi de mobilité, comme l'évoquait Cyril Coutancé tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément. Autre élément important, donc on l'a vu, celui de la connexion et de la localisation en lien avec les bassins d'emploi et l'écosystème qui gravitent autour du territoire. Au sein même du territoire, l'enjeu aussi fort de pouvoir finalement offrir un bassin de compétences, un bassin d'emploi et de main-d'œuvre qui soit en correspondance avec les attentes du territoire. Et ça passera, on aura peut-être l'occasion aussi de le développer plus tard, par tout l'effort qui doit être fait autour du développement de la formation et de la mise en relation finalement entre le domaine de la formation supérieure en particulier, et des entreprises sur un même lieu. Il y a probablement des réflexions à avoir sur des logiques de spécialisation de territoire, de constitution, de création de logiques d'implantation d'entreprises de niche, pour pouvoir finalement y développer des filières clés. Et cette logique de structuration de filières de spécialisation est souvent une bonne opportunité pour les territoires, plutôt que d'essayer à tout prix d'offrir une diversification au niveau des entreprises. En fait, finalement, si vous voyez tout un panorama d'actions qu'il faut pouvoir arriver à mettre en œuvre pour permettre cette attractivité et en créer les conditions. Adrien Nivoliès, je voudrais vous donner la parole. Et avant de parler d'Aurillac, peut-être que vous nous disiez 2 mots sur Biose. Alors, que fait votre entreprise et comment le fait-elle en 2 minutes, de façon à éclairer notre auditoire? Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement avec vous. Biose Industries, c'est une société que je dirige, qui est une entreprise pharmaceutique qui est basée donc à Aurillac et qui a pour vocation le développement industriel et technologique de micro-organismes pour des applications pharmaceutiques. En termes d'attractivité, pour faire le lien, moi, ce qui m'a fait arriver ici, c'est que ma compagne, à l'époque, faisait son école d'infirmière à Aurillac. Et donc, je suis venu, moi qui étais à Paris à ce moment-là pour faire mes études, rejoindre ce site-là pour faire un démarrage de projet. Et au fil des projets et de l'aventure, je suis resté et j'en suis devenu son dirigeant. La société a beaucoup évolué au cours des 5 dernières années, notamment des 3 dernières années. C'est une société qui est industrielle, hein. Notre savoir-faire, c'est un savoir technologique. Des entreprises du monde entier viennent nous chercher. Ils ont découvert des nouveaux micro-organismes qui sont soit seuls, soit des consortiums de micro-organismes. Ils veulent en faire des médicaments. Et pour ça, ils ont besoin de notre savoir-faire pour pouvoir en faire le développement et pour pouvoir en faire la production. Donc, on a été, au cours de ces dernières années, profondément dans une très forte croissance, où s'est posé toutes les questions qu'on lève aujourd'hui sur l'attractivité d'un territoire. Comment on fait venir autant de personnes, comment on les intègre. Il y a des rôles qui sont joués par les entreprises, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur la responsabilité locale ou d'État, c'est-à-dire l'entreprise en tant que telle doit savoir communiquer, développer des valeurs d'entreprise, faire vivre ces valeurs d'entreprise pour pousser une adhésion et une compréhension des gens et une envie des gens de venir rejoindre la société. Il y a un champ aussi à l'intérieur et qui est souvent négligé par quelques entreprises locales, qui est comment on prend en compte un plan de carrière des personnes qui viennent nous rejoindre. On ne peut pas non plus attendre que ces personnes viennent nous rejoindre juste parce que les territoires dans lesquels vous en êtes sont des territoires merveilleux en termes d'environnement. Tous les gens qui travaillent ici se retrouvent à moins de 10 minutes du travail, ont une capacité d'aller à une station de ski qui est à 30 minutes, ou l'été de faire du ski nautique dans un barrage. Leurs enfants ont des écoles où il y a une tranquillité et une paix sociale qui est beaucoup plus grande que dans les très grandes villes. Mais ça, c'est pas suffisant pour poser un schéma d'attractivité. Il faut aussi qu'il y ait un plan de carrière, aussi qu'il y ait une rémunération. Les gens qu'on recrute sont des gens, nous, à 90%, qui viennent pas du territoire. Alors, pour stimuler l'emploi dans le territoire, on a même lancé des formations sur le territoire pour pouvoir former des gens à des métiers, à nos métiers,
pour pouvoir après les inclure dans notre entreprise. Donc, sur le schéma d'attractivité, il y a l'attractivité en 1 qui est l'attractivité de l'entreprise et du poste qu'on propose et du plan de carrière qu'on propose aux personnes. Et en 2, bien évidemment, il y a tout le reste que vous avez décrit qui est excessivement important. Et ça, il faut que les services et l'immobilier puissent suivre dans cet aménagement du territoire. Et ensuite, peut-être un des derniers points sur lequel nous, on a essayé de travailler pour donner ce schéma-là, c'est qu'il faut aussi que tout le monde prenne conscience que il est tout à fait possible de grandir. On peut avoir du coup beaucoup d'ambition par rapport à son envie de se développer, son envie de réussir. Et quand je dis ça, c'est une ambition qui est très saine. Hein. C'est une ambition, nous, on a vraiment l'ambition de vouloir devenir numéro 1 mondial, de rester numéro 1 mondial dans notre activité. Il faut que sur ces territoires-là, tout le monde joue de manière très solidaire parce qu'on est peut-être sur des territoires qui sont plus petits, mais on a la capacité, par les évolutions qui se mettent en place, de schémas de communication, de diversité, de flexibilité, de pouvoir profondément sortir du lot. Et alors, peut-être pas trop s'attacher aux points faibles qui peuvent encore exister. Le Père Garnier n'est définitivement pas à Aurillac pour tous ceux qui aiment aller à l'Opéra Garnier. Mais inversement, il y a plein d'autres choses qui existent et qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent d'avoir une position et un leadership qui fait que nous, nos clients, à 80%, sont hors d'Europe. Et donc, on a su générer une attractivité qui est très forte à ce moment-là.